Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet qui est au cœur de toute démocratie, la confiance dans une élection. Oui, et surtout, que se passe-t-il quand les résultats officiels sont frontalement contredits? C'est exactement ça. Et pas par de simples rumeurs, mais par une contre-analyse, chiffre à l'appui, qui prétend tout inverser. Alors on a entre les mains une analyse qui s'appelle l'inversion des résultats, fraude Cameroun 2025. C'est ça. C'est signé par Daniel Essissima, un activiste camerounais en exil, et ça porte sur la présidentielle du 12 octobre 2025. Notre mission, c'est de décortiquer ce document, de comprendre la méthodologie, les chiffres et les accusations qui sont, il faut le dire, extrêmement graves. Oui, Précisons quand même tout de suite, on rapporte ici le contenu de cette source. On ne prend aucune position sur le fond. exactement. Et la promesse de ce document, c'est de ne pas être un simple tract politique. L'auteur, il affirme s'appuyer sur une méthode rigoureuse. C'est-à-dire, Il dit avoir compilé les procès-verbaux des bureaux de vote. Le but, c'est de comparer ces données brutes, celles qui sortent vraiment des urnes, avec les chiffres qui ont été proclamés au final. d'accord? Et selon lui, la conclusion est sans appel. Le vainqueur officiel, Paul Biya, ne serait pas le véritable gagnant. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le titre même du document parle d'une inversion des résultats. C'est une affirmation radicale. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment l'auteur construit-il son argumentation pour en arriver là? Quelle est sa première étape? La thèse, en fait, elle repose sur une stratégie d'analyse assez maligne. Au lieu de noyer l'analyse dans la masse des données de tout le pays, Oui. l'auteur, Daniel Essissima, il choisit un point de départ très spécifique. Il isole ce qu'il considère comme un échantillon à la fois représentatif et surtout difficilement manipulable. Et c'est quoi cet échantillon? Les 18 départements les plus peuplés du Cameroun. C'est intéressant comme approche, mais pourquoi seulement 18? On pourrait se dire que c'est un peu un pari de baser toute une analyse là-dessus. Absolument, mais c'est la clé de sa démonstration. L'idée, c'est que ces 18 départements, ils concentrent les grandes villes, les zones les plus denses. Là où il y a plus de surveillance, j'imagine. Exactement. C'est là où il y a le plus d'observateurs, plus de surveillance citoyenne, médiatique aussi. La thèse sous-jacente est simple. Dans ces zones sous haute surveillance, manipuler les chiffres est beaucoup plus compliqué. D'accord, je vois la logique. Les procès-verbaux qui en sortent sont donc considérés par l'auteur comme plus fiables, plus proches de la réalité du vote, quoi. Ok. On commence par un terrain jugé solide avant d'aller sur un terrain peut-être plus glissant. C'est ça. Alors, dans ces 18 départements fiables, que disent les chiffres compilés par l'auteur? Et c'est là que l'analyse commence à construire son récit alternatif. Selon les données des PV qu'il dit avoir collectées, on observe une avance claire et nette pour le principal candidat de l'opposition, Issa Chiroma Bakari. D'accord. Et ce premier résultat, c'est la pierre angulaire de tout le reste de son argumentaire. Et c'est là que ça devient vraiment concret. Quels sont ces chiffres exactement? Le diable se cache souvent dans les détails. Oui, Alors, d'après le document, dans ces 18 départements, Issa Chiroma Bakari aurait obtenu 1 303 752 voix. c'est ça. En face, le président sortant, Paul Biya, en aurait recueilli 1 046 338. Voilà. Si je fais le calcul rapidement, ça fait un écart de plus de 250 000 voix en faveur de l'opposition. C'est pas une petite marge. Ce n'est pas une petite marge du tout. Et rapporté en pourcentage sur cet échantillon précis, ça donne un avantage de 10 points à Chiroma. 10 points. D'accord. Pour l'auteur, ce n'est pas juste un chiffre. C'est un indicateur de tendance extrêmement fort. L'argument est à la fois statistique et politique. Si un candidat mène de 10 points dans les régions les plus peuplées, qui représentent une part énorme de l'électorat, Ben oui. il est hautement improbable qu'il perde l'élection au niveau national. Pour que ça arrive, il faudrait un retournement de situation absolument spectaculaire dans le reste du pays. Donc, si je comprends bien, l'argument central, c'est pas juste un recomptage. C'est une histoire de deux élections parallèles. C'est une bonne façon de le voir. Une élection visible, presque transparente dans les grandes villes, qui donne un gagnant, et une autre, beaucoup plus opaque, dans le reste du pays, qui va non seulement combler l'écart, mais carrément inverser le résultat. Vous avez mis le doigt dessus, c'est exactement ça. C'est ça, le cœur de l'accusation. Oui. Et la question que le document pose devient alors, que s'est-il passé dans les 40 autres départements? Ceux qui sont moins peuplés, moins surveillés. Comment un écart de 250 000 voix a-t-il pu être effacé et même plus? Voilà.
Comment on transforme ça en une victoire pour l'autre camp? C'est là que l'analyse bascule de l'observation à l'accusation directe de manipulation. Et j'imagine que le document a sa petite idée sur la question. L'auteur utilise une expression très forte. Il parle d'une augmentation grotesque des voix pour le président sortant. Oui, Le mot grotesque est puissant, hein. Ça suggère une anomalie flagrante, quelque chose qui défie la logique. le terme est choisi à dessein, pour marquer une rupture. L'analyse met en lumière ce que l'auteur présente comme une disparité choquante. C'est-à-dire? On a d'un côté le total des 18 premiers départements. De l'autre, on regarde les chiffres attribués dans les 40 départements restants. Et là, selon le document, les trajectoires des deux candidats ne divergent pas, elles explosent dans des directions opposées. Concrètement, ça se traduit comment en chiffres? Dans ces 40 autres départements, Paul Biya se voit soudainement attribuer un bloc de 1 427 841 voix supplémentaires. Attendez une seconde. 1 400 000 voix. Oui, 1,4 million. Mais c'est énorme, c'est même plus que le score total qu'il a obtenu dans les 18 départements les plus peuplés dont on parlait juste avant. C'est bien ça, hein? C'est précisément le point soulevé par l'auteur. Le volume de voix qui apparaît dans ces zones moins denses est si massif que ça semble déconnecté de sa performance dans les zones urbaines. D'accord, C'est ce qui fait naître la suspicion d'une anomalie statistique majeure. d'accord, c'est un chiffre marquant. Mais pour que l'accusation de fraude soit crédible, il faut voir ce qui se passe pour son adversaire. Bien sûr, Si Turoma a aussi une progression même plus faible, on pourrait argumenter que c'est juste un vote rural qui s'exprime. Le document donne les chiffres pour lui aussi. oui. Et c'est là que la symétrie devient criante, d'après le texte. Pendant que Paul Biya reçoit cet afflux de 1,4 million de voix, Oui, Issa Chirema Bakari, lui, n'en gagne que 318 582. ah oui, le contraste est saisissant. complètement. Un candidat voit son score plus que doublé grâce à ces zones rurales, tandis que l'autre, qui était largement en tête dans les villes, ne connaît qu'une augmentation très modeste. On parle donc d'un ratio de plus de 4 contre 1 en faveur de Biya dans ces zones. C'est une affirmation assez forte de dire que ce n'est pas plausible. L'auteur justifie pourquoi on ne devrait pas y voir simplement l'expression d'un vote des campagnes. Un bastion pour le pouvoir en place. Il anticipe cette critique, oui. L'argument de l'auteur n'est pas de nier l'existence de bastions électoraux, il concède qu'une variation régionale, c'est normal. Bien sûr, mais il soutient que l'ampleur de la différence, cette asymétrie radicale, dépasse tout ce qui est statistiquement plausible. Selon lui, il ne s'agirait pas d'une simple préférence régionale, mais d'une volonté manifeste de manipuler les résultats. D'accord. Le document va jusqu'à qualifier l'attribution de ces voix d'arbitraire, ce qui suggère qu'elles n'ont pas de fondement réel dans les urnes, mais qu'elles ont été ajoutées mathématiquement pour inverser la tendance. Donc, pour résumer l'accusation, on part d'un score de 1,3 million contre 1 million pour l'opposition dans les zones fiables. C'est ça. Puis, on ajoute un bloc de voix où le président sortant reçoit 1,4 million et l'opposant à peine 300 000. La disparité est tellement énorme que l'auteur la juge impossible à justifier et conclut donc à une fabrication. C'est la substance même de l'accusation. Il s'agit de dire que les chiffres des 40 départements ne reflètent pas un vote, mais une correction administrative, destinée à produire un résultat politique précis. Alors la question logique qui suit, c'est: que se passerait-il si on suivait cette logique jusqu'au bout, si l'on corrigeait ces manipulations selon l'analyse d'Essima? Le document ne se contente pas de dénoncer, non. J'imagine qu'il propose une contre-réalité. Exactement. Il ne s'arrête pas là. L'auteur procède à ce qu'il nomme une restitution des voix. Et le résultat qu'il présente est spectaculaire. Il n'a plus rien à voir avec le résultat officiel. Ah non, plus rien du tout. Selon ses calculs, Issa Chiroma Bakari passerait à 57,217% des suffrages. Voilà. On parle donc d'une victoire nette, sans ambiguïté, dès le premier tour. Et en face, Paul Biya. Il chuterait à seulement 27,446%. L'écart entre les deux serait de presque 30 points. 30 points d'écart. C'est un renversement complet. Complètement. On ne parle plus d'une élection serrée ou contestée sur des points de détail. Si l'on suit cette analyse, on passe d'une victoire officielle du président sortant à une victoire écrasante de son opposant qui aurait été totalement inversée. C'est fou.
Ça déplace complètement le débat. Ce n'est plus une contestation marginale, c'est une remise en cause fondamentale de la légitimité même du pouvoir. L'implication, elle est directe et elle est massive. Ça soulève une question cruciale sur la fiabilité du processus proclamé par le Conseil constitutionnel. C'est quand même l'instance suprême de validation des résultats au Cameroun. Bien sûr. Et le document, il oppose frontalement sa propre compilation, qu'il présente comme basée sur les preuves des bureaux de vote, à la compilation officielle qu'il juge truquée. Et donc, l'auteur en tire quelle conclusion finale? Pour lui, la conclusion est un appel. Un appel à une profonde réflexion sur la transparence électorale, évidemment, mais aussi à une mobilisation citoyenne pour exiger des comptes. D'accord. Selon lui, ce n'est plus seulement le résultat d'une élection qui est en jeu, mais le fonctionnement même de la démocratie camerounaise. En résumé, ce document nous présente donc deux récits, irréconciliables. C'est le mot. D'un côté, le récit officiel validé par les institutions, qui proclame Paul Biya vainqueur. De l'autre, cette analyse basée sur une compilation alternative des PV, qui conclut à une large victoire pour son opposant, Issa Chiroma Bakari. Et qui dénonce une manipulation massive des chiffres concentrés dans les départements les moins peuplés. C'est ça. Le texte se termine d'ailleurs par un appel qui dépasse les frontières du pays. Il est adressé à la communauté internationale et à la société civile pour qu'elle prenne en considération ces pratiques douteuses. Donc un appel à regarder de plus près. Oui, l'argument final de l'auteur, c'est que la démocratie camerounaise ne peut pas avancer tant que de telles manipulations persisteront et resteront, selon lui, impunies. C'est un document qui, par sa nature même, est un acte politique fort. Il utilise l'arme des chiffres pour contester une légitimité. Tout à fait, ça illustre bien cette tension qu'on voit un peu partout entre les résultats officiels et ces data scientists citoyens qui mènent leurs propres enquêtes. Absolument. Et au-delà de ce cas spécifique du Cameroun, cette analyse soulève une question fondamentale qui résonne bien au-delà. Oui, c'est ça qui est intéressant. Quand les résultats proclamés par une institution officielle et des données présentées comme vérifiables, les procès-verbaux, semblent raconter deux histoires complètement différentes. Comment on fait? De quels outils disposent les citoyens, les observateurs, la communauté internationale pour établir la vérité? Et surtout, comment on reconstruit la confiance quand elle est brisée à ce point, quand une partie de la population est convaincue, chiffre à l'appui, que le résultat qu'on lui présente n'est pas le bon? C'est une question vertigineuse. Et qui n'a pas de réponse simple. Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet qui est